22 ans à garder un secret capable de détruire une famille entière. 22 ans assise à la table du dîner, écoutant mon beau-père parler avec fierté de l'entreprise qu'il dirige, des décisions importantes qu'il prend, de l'empire qu'il a construit. 22 ans à sourire poliment pendant que mon mari admirait son père comme s'il était un dieu des affaires. Et pendant tout ce temps, aucun d'eux ne savait que chaque centimètre de ce bâtiment à la Défense, chaque contrat signé, chaque euro qui passait par ses comptes m'appartenait. Que j'étais la véritable propriétaire. Que tout cela existait parce que je l'avais permis. Je m'appelle Amélie de Valois, j'ai 50 ans, et ce soir pluvieux d'octobre à Neuilly-sur-Seine, assise dans le salon de mes beaux-parents, sous un lustre en cristal qui a coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un an, j'ai finalement décidé que le silence avait un prix trop élevé. La pluie martelait les fenêtres pendant que j'observais ma belle-mère, Geneviève, ajuster les couverts en argent pour la 3e fois, ce geste nerveux qu'elle faisait toujours quand elle voulait démontrer sa supériorité. À côté d'elle, mon beau-père Henri feuilletait un document avec cette expression d'homme important, de celui qui porte le poids de décisions cruciales. Mon mari Thomas regardait son père avec une admiration qui me dégoûtait. Et moi, j'étais là, comme j'avais toujours été, invisible. La femme simple, celle qui ne comprend rien aux affaires, la décoration humaine de la famille de Valois. Le dîner avait été fixé 1 semaine à l'avance, et depuis l'appel de Geneviève, je savais que ce n'était pas simplement une réunion de famille. Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence déguisée en courtoisie qui m'avait mise en alerte. 22 ans à côtoyer cette famille m'avaient appris à lire entre les lignes, à percevoir les pièges cachés derrière des sourires polis et des mots soigneusement choisis. En France, surtout parmi les familles comme la leur, le mépris n'est jamais crié. Il est servi dans de la porcelaine fine, accompagné de vin cher et de phrases qui coupent plus profondément que n'importe quel couteau. Geneviève commença par des banalités, parlant du temps, des rénovations qu'il faisait dans le jardin, de la nouvelle exposition au musée d'Orsay. Henri murmurait des acquiescements, tout en restant concentré sur les papiers devant lui. Thomas participait peu, hochant simplement la tête de temps en temps. Et je restais là, comme une spectatrice de ma propre vie, observant ce théâtre répété, attendant le moment où la vraie raison de cette rencontre serait révélée. C'est quand Henri leva finalement les yeux des documents que je sentis l'air changer. Il me regarda directement pour la première fois de la soirée, et il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas le mépris habituel, ce n'était pas l'indifférence que je connaissais si bien. C'était pire, c'était de la pitié. Et juste derrière la pitié, une satisfaction mal dissimulée. Peut-être que vous qui m'écoutez maintenant connaissez cette sensation. Ce moment où vous réalisez que vous avez été sous-estimé toute votre vie, qu'on a construit une image de vous qui ne correspond en rien à la réalité, et que cette image a parfaitement servi les objectifs de ceux qui ne voulaient jamais vous voir briller. Si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez déjà été invisible dans votre propre histoire, alors vous comprendrez exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Et si vous le pouvez, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me suivez, parce que des histoires comme la mienne, comme peut-être la vôtre, ont besoin d'être entendues. Elles doivent résonner. Henri sortit une enveloppe épaisse de l'intérieur de sa veste et la posa sur la table avec un mouvement délibérément théâtral. Le papier était crème, cher, avec le timbre du cabinet d'avocat le plus prestigieux de Paris. Geneviève ajusta sa posture et je remarquai qu'elle savait déjà ce qui allait venir. Thomas regardait, confus, alternant son regard entre son père et l'enveloppe. La voix d'Henri sortit ferme, répétée, avec ce ton professoral qu'il utilisait dans les réunions de direction. Il commença à parler de l'entreprise, des 30 ans à la tête de la compagnie, des décisions difficiles qu'il devait prendre en pensant à l'avenir. Il parla de responsabilité, d'héritage, de l'importance de garantir que tout ce pourquoi il s'était battu reste entre de bonnes mains. Et puis, avec une pause calculée, il dit que le moment était venu pour Thomas d'assumer officiellement un poste de direction, qu'il était temps de préparer la transition, de garantir que l'entreprise continue d'être conduite par quelqu'un de la famille, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui comprend vraiment les affaires. Thomas sourit,
surpris, ému. Il regarda son père comme s'il venait de recevoir le plus grand honneur de sa vie. Geneviève souriait aussi, ce sourire fin de celle qui voit ses plans se concrétiser. Et puis Henri se tourna vers moi. Pour la première fois en 22 ans, il s'adressa directement à moi avec quelque chose qui tentait de ressembler à de la gentillesse. Il dit qu'il savait que je ne comprenais pas grand-chose à ses affaires, que le monde corporatif était trop complexe pour quelqu'un qui n'avait pas la formation adéquate, pour quelqu'un qui avait toujours mené une vie plus simple, plus tournée vers la maison. Il dit que je n'avais pas à m'inquiéter des détails, que Thomas et lui s'occupèrent de tout, que mon rôle était simplement de soutenir mon mari dans cette nouvelle phase, que je pouvais enfin me détendre, sachant que la sécurité financière de notre famille était garantie entre les mains d'hommes qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Chaque mot était une lame, chaque phrase, un rappel que je n'avais jamais été considérée comme capable, que ma place, à leurs yeux, avait toujours été dans l'ombre, en silence, acquiesçant aux décisions que d'autres prenaient. Geneviève ajouta quelque chose sur la beauté de voir des mères soutenir leurs fils, sur le don que certaines femmes avaient de soutenir leur mari émotionnellement, même si elles ne pouvaient pas contribuer d'autre façon. Thomas restait silencieux, absorbant tout, sans percevoir la violence de ses mots, sans se demander si j'aurais quelque chose à dire. Et c'est là, dans ce moment d'humiliation silencieuse, que quelque chose en moi se brisa. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du chagrin. C'était une clarté absolue, cristalline, sur qui j'étais vraiment et sur à quel point ces gens n'avaient aucune idée de rien. Pendant toutes ces années, j'avais construit des murs autour de la vérité, la protégeant, la gardant comme un trésor secret. Mais protéger la vérité signifie aussi protéger le mensonge que les autres racontent sur vous. Et j'étais fatiguée d'être le personnage qu'ils avaient inventé. Je respirais profondément. La pluie continuait à tomber dehors, plus forte maintenant, et le son remplissait le silence lourd qui s'était installé après qu'Henri eut fini de parler. Geneviève attendait une réaction de ma part, probablement un remerciement timide, un accord soumis. Thomas me regardait avec cette expression que je connaissais bien, celle qui disait « Ne complique pas les choses, accepte simplement ». Henri rangeait déjà les papiers, considérant le sujet clos. Mais je ne dis rien. Pas immédiatement. J'étendis simplement la main, lentement, et pris l'enveloppe qui était encore sur la table. Henri fronça les sourcils, surpris. Thomas ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se retint. Geneviève redressa la colonne vertébrale comme si elle pressentait que quelque chose n'allait pas. J'ouvris l'enveloppe calmement, sortis les documents et commençai à lire. Contrat de transition, termes de direction, réorganisation sociétaire, tout très bien élaboré, tout très officiel, tout complètement inutile. Je repliai les papiers, les remis dans l'enveloppe et la repoussai délicatement vers Henri. Il me regarda, confus. Alors, pour la première fois de cette soirée, pour la première fois depuis de nombreuses années, je parlais. Et quand mes mots brisèrent le silence, ils portaient 22 ans de vérité non dite, de pouvoir caché, d'observation patiente. Je dis que je comprenais parfaitement ce qu'ils essayaient de faire, que je reconnaissais la stratégie, la tentative de consolider le contrôle de l'entreprise au sein de la lignée masculine, de garantir que Thomas hérite non seulement d'un poste, mais du pouvoir de décision absolu. Je dis que c'était un mouvement intelligent, bien pensé, exactement le genre de choses que des hommes comme Henri font quand ils veulent perpétuer un héritage. Mais il y avait un problème. Un détail que tous ceux assis à cette table avaient oublié. Ou plutôt, un détail qu'ils n'avaient jamais su. Henri tenta de m'interrompre, mais je levai la main pour demander le silence, et à ma surprise, il se tut. Geneviève était pâle. Thomas me regardait comme s'il voyait une inconnue, et alors je dis la vérité. Je dis que l'entreprise dont nous parlions, cet empire corporatif qu'Henri dirigeait avec tant de fierté, ne lui appartenait pas, n'avait jamais appartenu. Que le véritable propriétaire, la personne qui détenait les actions majoritaires, qui avait un droit de veto sur toute décision stratégique, qui pouvait dissoudre la direction avec une simple assemblée extraordinaire, c'était moi. Le silence qui suivit fut absolu. Même la pluie semblait ne faire aucun bruit. Henri me fixait comme si j'avais parlé dans une autre langue. Geneviève porta la main à son collier de perles,
le serrant comme si elle avait besoin de quelque chose de solide pour se retenir. Thomas secoua simplement la tête, lentement, comme s'il refusait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Mais je n'avais pas terminé. Je continuais à parler, avec un calme qui me surprit moi-même. J'expliquais qu'avant notre mariage, j'avais hérité d'une fortune considérable de ma grand-mère maternelle. Une femme qui s'était enrichie discrètement grâce à des investissements immobiliers et qui n'avait jamais voulu de publicité sur sa richesse. Que quand Henri était sur le point de tout perdre dans une crise financière dévastatrice, des années avant que Thomas et moi nous rencontrions, c'était mon argent qui avait sauvé l'entreprise. Que j'avais acheté les actions par l'intermédiaire d'une holding internationale, gardant mon identité protégée, parce que je savais que des hommes comme Henri n'accepteraient jamais d'être sauvés par une femme. Que pendant toutes ces années, chaque rapport financier, chaque décision importante, chaque changement stratégique passait d'abord par moi, par l'intermédiaire d'intermédiaires qu'ils croyaient être des investisseurs étrangers. Henri était vert, littéralement vert. Geneviève commença à balbutier quelque chose sur l'impossibilité, sur le non-sens, sur le fait que je mentais. Thomas restait immobile, en état de choc. Et moi, pour la première fois en plus de 2 décennies, je sentis que j'étais vue. Vraiment vue. Je pris mon sac, en sortis une tablette et la posai sur la table. Avec quelques touches, j'ouvris un dossier de documents. Contrats sociétaires, virements bancaires, procès-verbaux de réunion de la holding, avis juridiques. Tout daté, tout signé, tout absolument légal et indiscutable. Je tournai l'écran pour qu'ils puissent voir. Les noms étaient là, les signatures, les preuves. Ce fut Henri qui réagit en premier. Il se leva brusquement, renversant la chaise en arrière. Il commença à crier, disant que c'était impossible, que je bluffais, qu'il connaissait chaque actionnaire de l'entreprise, chaque investisseur, chaque membre du conseil, qu'il était le directeur, qu'il avait construit tout cela de ses propres mains, que je n'avais pas le droit d'apparaître maintenant en inventant des histoires. Geneviève essayait de le calmer, mais sa voix tremblait tellement qu'elle ne faisait qu'empirer la situation. Thomas restait assis, complètement paralysé, incapable de traiter l'explosion d'informations qui démolissait tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre famille. Je restais assise, sereine. Je dis à Henri qu'il pouvait appeler ses avocats maintenant, vérifier la véracité de tout ce que je disais, que j'attendrais, que je n'étais pas pressée, qu'après tout, j'avais attendu 22 ans pour ce moment. Henri prit le téléphone avec des mains tremblantes et composa. La conversation fut courte, tendue, et à chaque seconde, son visage devenait plus gris. Quand il raccrocha, il chancela jusqu'à la chaise et s'assit lourdement. Geneviève demanda ce que l'avocat avait dit, mais Henri secoua simplement la tête, incapable de parler. Thomas me regarda pour la première fois depuis la révélation, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur, de la confusion, et une colère naissante qu'il ne savait pas encore comment diriger. La pluie augmenta d'intensité, tambourinant contre les fenêtres avec toute sa force. Dehors, les éclairs commencèrent à illuminer le jardin en flashs blancs et aveuglants. À l'intérieur de cette salle, sous la lumière douce du lustre que j'avais, techniquement, payée, une famille entière faisait face à l'effondrement de toutes ses certitudes. Et moi, la femme invisible, celle qui ne comprenait rien aux affaires, la décoration humaine, j'étais au centre de tout, occupant enfin l'espace qui avait toujours été le mien. Mais cette révélation n'était que le début. Parce que ce qu'Henri, Geneviève et Thomas ne savaient pas encore, c'était que l'enveloppe sur la table ne contenait pas seulement des propositions de poste pour mon mari. Elle contenait aussi un ultimatum. Et dans les jours à venir, chacun d'eux découvrirait que le prix de m'avoir sous-estimé pendant si longtemps serait bien plus élevé qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et c'est à ce moment-là, en voyant leur monde s'effondrer sous mes yeux, que j'ai réalisé une vérité dévastatrice. Je n'avais pas révélé mon secret pour les détruire. Je l'avais révélé parce que j'avais besoin de savoir si, après tout, après que la vérité nue et crue soit sur la table, mon mari choisirait de me voir comme je suis vraiment, ou continuerait à ne voir que l'ombre que sa famille avait peinte de moi. Ce qu'il a décidé de faire a tout changé.
Et ce que j'ai découvert sur moi-même dans ce processus m'a transformé pour toujours. Les 3 jours qui suivirent cette soirée furent les plus étranges de ma vie. Thomas ne me parla pas. Pas un mot. Il dormait dans la chambre d'amis, partait tôt le matin et rentrait tard le soir, évitant soigneusement tout contact visuel. Le silence entre nous était devenu un gouffre, un abîme qui grandissait à chaque heure qui passait. Et malgré la douleur de cette distance, je comprenais. 22 ans de mariage venaient de s'effondrer en une seule soirée. Tout ce qu'il croyait savoir sur moi, sur son père, sur sa famille, s'était révélé être une illusion soigneusement construite. Notre appartement du 16e arrondissement, avec vue sur la Seine, n'avait jamais semblé aussi vide. Les pièces spacieuses, les hauts plafonds, les moulures élégantes, tout ce qui rendait cet endroit magnifique me semblait soudain froid et hostile. Je passais mes journées assise près de la fenêtre du salon, regardant les bateaux glisser sur la rivière, me demandant si j'avais fait le bon choix. Si révéler la vérité valait vraiment la peine de perdre l'homme que j'aimais encore, malgré tout. Le 4e jour, Henri débarqua sans prévenir. Il était 9 heures du matin, Thomas venait de partir, et quand j'ouvris la porte, je trouvai mon beau-père dans le couloir, les traits tirés, les yeux rouges, le costume froissé comme s'il avait dormi dedans. Il ne demanda pas la permission d'entrer. Il passa simplement devant moi et se dirigea vers le salon, marchant d'un pas lourd qui trahissait son épuisement. Je refermai la porte lentement et le suivis. Henri se tenait debout près de la fenêtre, le dos tourné, les mains dans les poches, fixant la Seine en contrebas. Un long silence s'installa. Dehors, le ciel parisien était d'un gris uniforme, lourd de nuages qui menaçaient de déverser leur pluie à tout moment. L'air sentait l'humidité et quelque chose d'âcre, peut-être le parfum d'après-rasage d'Henri, ou peut-être simplement l'odeur de la défaite. Finalement, il parla. Sa voix était basse, cassée, complètement différente du ton autoritaire que je lui connaissais. Il me dit qu'il n'avait pas dormi depuis cette soirée, que son avocat avait confirmé chaque détail, vérifié chaque document, retracé chaque transaction, que c'était vrai, tout était vrai, que pendant 30 ans, il avait dirigé une entreprise qui ne lui appartenait pas, prenant des décisions sous le regard invisible d'une femme qu'il avait toujours considérée comme insignifiante. Il se retourna vers moi, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la honte. Une honte profonde, viscérale, qui semblait le consumer de l'intérieur. Il me dit qu'il ne comprenait pas. Pourquoi avais-je fait cela ? Pourquoi l'avoir sauvé à l'époque si c'était pour garder le silence pendant tant d'années ? Pourquoi ne jamais avoir dit la vérité ? Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Je m'assis sur le canapé, croisant les mains sur mes genoux, et pris le temps de réfléchir avant de répondre. Ce n'était pas une question simple. La réponse impliquait des décennies de choix, de sacrifices, de calculs silencieux. Je lui expliquais que lorsque j'avais acheté ces actions, je venais de perdre ma grand-mère, la seule personne qui m'avait vraiment comprise, qui avait cru en moi. Que je me sentais perdue, en colère contre un monde qui ne laissait aucune place aux femmes qui voulaient plus que ce que la société leur accordait. Que j'avais hérité d'une fortune, mais aussi d'une rage sourde contre l'injustice. Quand l'opportunité s'était présentée de sauver son entreprise, j'avais vu plus qu'un simple investissement. J'avais vu une expérience sociale. Je voulais savoir ce qui se passerait si une femme contrôlait secrètement un empire dirigé par des hommes. Si ces hommes prendraient de meilleures décisions ou de pires. S'ils reconnaîtraient la main invisible qui les guidait ou s'ils s'attribueraient tout le mérite. La réponse, au fil des années, fut douloureusement prévisible. Henri s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Il murmurait des choses incompréhensibles, des fragments de phrases qui ne menaient nulle part. Puis il leva les yeux vers moi et posa la question que je savais qui viendrait. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Est-ce que j'allais le détruire? Le virer? Dissoudre l'entreprise? Ruiner tout ce qu'il avait construit? Je lui dis la vérité, que je n'avais aucune intention de détruire quoi que ce soit, que l'entreprise fonctionnait bien, que sous sa direction, elle avait prospéré, et que je n'avais aucune raison de changer cela, mais qu'il y aurait des conditions. Désormais, il saurait qui j'étais vraiment. Il ne pourrait plus me traiter comme une idiote, comme une femme sans valeur, et surtout,
il devrait accepter que chaque décision importante passerait désormais officiellement par moi. Henri resta silencieux un long moment. Je voyais les pensées se bousculer derrière ses yeux fatigués. L'orgueil luttait contre la nécessité, la fierté masculine contre la réalité économique. Finalement, il hocha lentement la tête, pas par respect, pas par admiration, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Et nous savions tous les deux que cette acceptation forcée était peut-être plus humiliante que n'importe quelle confrontation. Il se leva pour partir, mais avant de franchir la porte, il s'arrêta. Sans se retourner, il me dit quelque chose qui me surprit. Il dit que Geneviève était effondrée, qu'elle avait passé toute sa vie à construire une image de famille parfaite, de respectabilité bourgeoise, et que cette révélation avait brisé quelque chose en elle. Que pour la première fois en 40 ans de mariage, elle ne lui parlait plus. Qu'elle s'était enfermée dans sa chambre et refusait de sortir. Je ne ressentis aucune satisfaction à entendre cela, seulement une profonde tristesse. Parce que Geneviève et moi, au fond, n'étions pas si différentes. Toutes les deux avions passé nos vies à nous conformer à des rôles imposés, à sourire quand nous voulions hurler, à nous taire quand nous avions tant à dire. La différence, c'est que j'avais trouvé un moyen de reprendre le pouvoir. Elle, non. Après le départ d'Henri, je restais seule dans le silence de l'appartement. L'horloge sur la cheminée égrenait les secondes avec une régularité hypnotique. Je pensais à Thomas, à notre mariage, à toutes ces années passées ensemble. Je l'aimais, c'était indéniable. Mais cet amour avait été construit sur une version de moi qui n'existait pas vraiment. Et maintenant que la vérité était révélée, je ne savais pas si cet amour pourrait survivre. Le soir venu, Thomas rentra plus tôt que d'habitude. Je l'entendis entrer, retirer ses chaussures dans l'entrée, suspendre son manteau. Puis ses pas s'approchèrent du salon. Il apparut dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches, le visage indéchiffrable. Nous nous regardâmes en silence pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, il parla. Sa voix était douce, presque fragile. Il me dit qu'il avait beaucoup réfléchi, que ces derniers jours avaient été les plus difficiles de sa vie, qu'il avait ressenti de la colère, de la trahison, de la confusion. Mais aussi, et cela le surprenait lui-même, une certaine admiration. Il dit qu'il n'arrivait pas à comprendre comment j'avais réussi à garder ce secret pendant si longtemps, à vivre cette double vie sans jamais me trahir. Il s'assit à côté de moi sur le canapé, gardant une distance respectueuse, mais pas hostile. Puis il me posa une question qui me coupa le souffle. Il me demanda si je l'avais épousée par amour, ou si cela faisait partie de mon plan. Si notre mariage était réel, ou juste une stratégie pour rester proche de l'entreprise. Les larmes me montèrent aux yeux. Pour la première fois depuis cette soirée fatidique, je sentis les émotions que j'avais soigneusement contrôlées menacer de déborder. Je lui pris les mains, sentant leur chaleur familière, et lui dis la vérité absolue, que je l'avais épousé par amour, que notre rencontre n'avait rien eu de calculé, que quand je l'avais rencontré, je ne savais même pas qu'il était le fils d'Henri, que notre histoire était la seule chose authentique dans tout ce chaos. Thomas me regarda longuement, cherchant dans mes yeux la confirmation de mes paroles. Puis, lentement, il attira mes mains vers lui et les porta à ses lèvres. Un geste simple, mais chargé d'une signification immense. C'était sa façon de dire qu'il me croyait, qu'il choisissait de me croire. Mais il ajouta quelque chose qui me glaça le sang. Il dit que même s'il me croyait, même s'il voulait nous donner une chance de reconstruire notre mariage, il y avait une personne qui ne nous pardonnerait jamais, sa mère. Geneviève avait toujours été la vraie force derrière Henri, l'architecte silencieuse de toute leur stratégie familiale. Et maintenant, humiliée, dépossédée du contrôle qu'elle pensait avoir, elle ne resterait pas les bras croisés. Thomas me regarda avec une gravité qui me fit frissonner. Il me dit que je devais me préparer, que Geneviève avait des ressources, des relations, des moyens que j'ignorais. Que dans la haute société parisienne, elle avait construit un réseau d'alliances au fil des décennies, et que maintenant, elle allait l'utiliser contre moi. La pluie commença à tomber dehors, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Les gouttes frappaient les fenêtres avec insistance, comme si elles voulaient entrer. Et dans la semi-obscurité de notre salon, tenant les mains de mon mari, je compris que la révélation de mon secret n'était pas la fin de cette histoire.
C'était seulement le début d'une guerre que je n'avais jamais voulu livrer, mais que je devrais maintenant gagner si je voulais protéger tout ce que j'avais construit. La contre-attaque de Geneviève arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Une semaine après notre confrontation, je reçus une convocation formelle pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration. L'ordre du jour était vague, mentionnant seulement questions de gouvernance et restructuration. Mais je connaissais suffisamment les tactiques corporatives pour comprendre ce que cela signifiait vraiment. Geneviève avait mobilisé ses alliés. Le matin de la réunion, je me préparais avec un soin méticuleux. Je choisis un tailleur Chanel bleu marine, sobre mais indiscutablement élégant. Mes cheveux étaient tirés en un chignon impeccable. Mes bijoux, discrets mais de qualité. Je voulais projeter exactement l'image que j'avais toujours cachée, celle d'une femme de pouvoir qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Le siège de l'entreprise se trouvait à La Défense, dans l'une de ces tours de verre et d'acier qui dominent l'horizon parisien. Quand j'arrivais, l'assistante d'Henri me conduisit à la salle du conseil avec une politesse glaciale. Elle savait. Tout le monde savait. Les rumeurs s'étaient répandues comme un feu de forêt à travers les étages de l'entreprise. En entrant dans la salle, je fus accueilli par un silence pesant. Autour de la longue table en acajou, 6 personnes étaient déjà installées. Henri, bien sûr, à sa place habituelle en bout de table. Geneviève, chose inhabituelle, assise à sa droite, là où normalement se tenait le directeur financier. Et 4 autres membres du conseil, tous des hommes dans la soixantaine, tous portant des costumes identiques et des expressions identiques de méfiance. Je pris place à l'autre bout de la table, face à Henri. Geneviève me dévisageait avec une intensité qui aurait pu faire fondre le verre. Ses yeux, d'habitude si contrôlés, brillaient d'une rage contenue. Elle portait un ensemble Dior gris perle, ses cheveux parfaitement coiffés, ses ongles manucurés à la perfection. L'image même de la respectabilité bourgeoise. Mais sous cette façade impeccable, je pouvais sentir la tempête. Henri ouvrit la session avec une voix fatiguée. Il fit un résumé rapide de la situation, confirmant officiellement ce que tous savaient déjà. Que j'étais l'actionnaire majoritaire, que cette situation existait depuis 30 ans et que désormais, toute décision stratégique devrait recevoir mon approbation formelle. Les membres du conseil échangèrent des regards. Certains semblaient choqués, d'autres simplement résignés. Puis Geneviève prit la parole. Sa voix était calme, mesurée, dangereusement contrôlée. Elle dit qu'elle comprenait la situation juridique, que les documents étaient en ordre, que légalement, ma position était inattaquable. Mais elle souleva une question que je n'avais pas anticipée. Elle parla de compétences, d'expérience, de légitimité. Elle expliqua au conseil que, bien que je possède les actions, je n'avais aucune formation en gestion d'entreprise, aucune expérience opérationnelle, aucune connaissance réelle du secteur, que pendant 30 ans, l'entreprise avait prospéré sous la direction d'Henri précisément parce qu'il comprenait le marché, les clients, les défis techniques. Et elle posa la question fatidique. Pouvait-on vraiment confier l'avenir de centaines d'employés à quelqu'un dont la seule qualification était d'avoir hérité de l'argent ? Les mots étaient soigneusement choisis, formulés de manière à paraître raisonnables, pratiques, dépourvus d'animosité personnelle. Mais le message sous-jacent était clair. J'étais une intruse incompétente qui menaçait la stabilité de l'entreprise. Plusieurs membres du conseil hochèrent la tête. Geneviève avait fait ses devoirs. Elle avait préparé le terrain. Je laissai le silence s'installer après son intervention. Tous les regards étaient tournés vers moi, attendant ma réponse. Certains avec curiosité, d'autres avec une condescendance à peine voilée. Je pris mon temps, sortis de mon sac un dossier que j'avais préparé et l'ouvris calmement devant moi. Puis je commençai à parler, non pas pour me défendre, mais pour éduquer. Je leur expliquais que pendant ces 30 années de silence, je n'avais pas été inactive, que chaque trimestre, je recevais des rapports détaillés sur les performances de l'entreprise, que j'analysais chaque décision stratégique, chaque investissement majeur, chaque acquisition, que j'avais suivi des formations en finance d'entreprise, en gestion stratégique, en droit des sociétés, que je possédais 2 diplômes universitaires obtenus à distance, dont un MBA d'une école de commerce londonienne prestigieuse. Je sortis les diplômes du dossier et les fis circuler autour de la table. Les expressions changèrent.
L'arrogance fit place à la surprise. Geneviève pâlit légèrement. Henri me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Mais je ne m'arrêtais pas là. Je leur montrais des analyses que j'avais réalisées au fil des ans, des mémos stratégiques que j'avais envoyés anonymement à Henri par l'intermédiaire de la holding, des recommandations qui avaient été suivies et qui avaient généré des millions d'euros de profit. Je leur prouvais, chiffres à l'appui, que plusieurs des décisions les plus rentables prises par cette entreprise au cours de la dernière décennie avaient en réalité été inspirées par mes analyses. Le silence dans la salle était maintenant d'une nature complètement différente. Ce n'était plus du scepticisme, c'était de la stupéfaction. Un des membres du conseil, un homme aux cheveux gris nommé Monsieur Rousseau, prit la parole pour la première fois. Il dit que si tout ce que je venais de présenter était vérifié, et il ne voyait aucune raison d'en douter vu la documentation, alors il devait reconnaître que j'avais peut-être plus de légitimité que n'importe qui autour de cette table pour prendre des décisions concernant l'entreprise. Geneviève tenta de reprendre le contrôle de la situation. Elle dit que des diplômes et des analyses étaient une chose, mais que diriger une entreprise en était une autre. Qu'il fallait une présence quotidienne, une compréhension des dynamiques humaines, des relations avec les clients et les fournisseurs. Des choses que je ne pouvais pas avoir développées depuis l'ombre. C'est alors que je jouais ma carte finale. Je leur annonçais que j'avais l'intention de prendre un rôle actif dans l'entreprise. Non pas pour remplacer Henri, mais pour travailler à ses côtés. Que je souhaitais créer un poste de co-directrice stratégique, avec un bureau dans l'entreprise, une présence régulière et un rôle officiel dans toutes les décisions majeures. La proposition créa un remous immédiat. Certains membres du conseil semblaient intrigués, d'autres inquiets. Henri me regardait avec une expression indéchiffrable, mais c'est la réaction de Geneviève qui me frappa le plus. Pour la première fois depuis le début de la réunion, elle perdit son masque de contrôle. Elle se leva brusquement, les mains à plat sur la table, et me fixa avec une rage pure. Elle dit que c'était inacceptable, que l'entreprise avait une structure qui fonctionnait depuis des décennies, que ma présence perturberait tout, que les employés ne me respecteraient jamais, que les clients et les partenaires commerciaux ne prendraient jamais au sérieux une femme sans expérience opérationnelle. Sa voix montait progressivement, perdant cette retenue aristocratique qu'elle maintenait d'habitude. Henri posa une main sur son bras, essayant de la calmer, mais elle se dégagea violemment. Elle continua, et cette fois, elle abandonna toute prétention de rationalité. Elle dit que j'avais détruit sa famille, que j'avais humilié son mari, que j'avais trompé son fils pendant des années, que j'étais une manipulatrice, une menteuse, quelqu'un qui ne méritait aucune confiance, que si le conseil avait un minimum de décence, il refuserait ma proposition et trouverait un moyen de me forcer à vendre mes actions. Le silence qui suivit son éclat fut absolu. Tous les regards étaient rivés sur elle, choqués par cette perte de contrôle. Monsieur Rousseau toussa discrètement et dit que les considérations personnelles n'avaient pas leur place dans une réunion de conseil d'administration, qu'ils étaient là pour discuter de l'avenir de l'entreprise, pas pour régler des conflits familiaux. Geneviève se rassit lentement, réalisant qu'elle venait de commettre une erreur stratégique majeure. En perdant son calme, elle avait perdu sa crédibilité. Les autres membres du conseil la regardaient maintenant avec un mélange de gêne et de désapprobation. Dans le monde corporate français, l'émotion est perçue comme une faiblesse. Et Geneviève venait de montrer la sienne. Henri proposa de soumettre ma proposition à un vote formel. 6 mains se levèrent en faveur. Seulement une contre, celle de Geneviève. Ma nomination comme co-directrice stratégique était approuvée. J'avais gagné cette bataille. Mais en regardant le visage défait de Geneviève, je savais que la guerre était loin d'être terminée. Après la réunion, alors que les autres membres quittèrent la salle, Geneviève s'attarda. Elle s'approcha de moi et nous nous retrouvâmes face à face, seuls dans cette immense salle de conférence. Dehors, à travers les baies vitrées, Paris s'étendait sous un ciel d'hiver gris et menaçant. Elle me dit, d'une voix basse et tremblante, que j'avais peut-être gagné aujourd'hui, mais que je ne comprenais pas dans quoi je m'étais embarqué. Que le monde des affaires parisien était un réseau complexe de loyauté et de trahison, et qu'elle connaissait ce réseau mieux que quiconque.
Que dans les semaines à venir, je découvrirais que posséder une entreprise et la diriger étaient deux choses très différentes. Et que quand je réaliserais que j'étais dépassé, quand les employés se retourneraient contre moi, quand les clients exigeraient de parler à quelqu'un de compétent, elle serait là pour regarder mon échec. Je ne répondis pas. Je me contentais de la regarder. Cette femme qui avait passé sa vie à construire un empire d'apparence et qui voyait maintenant tout s'effondrer. Je ressentais presque de la pitié pour elle. Presque. Parce que même dans sa défaite, elle n'avait pas appris la leçon essentielle. Le pouvoir ne réside pas dans les apparences, ni dans les titres, ni dans les réseaux sociaux. Il réside dans la vérité. Et la vérité était de mon côté. Les 6 mois qui suivirent furent les plus intenses de mon existence. Chaque matin, je me levais à 6 heures, je prenais le métro jusqu'à la Défense et j'entrais dans ce building de verre où j'avais désormais mon propre bureau, ma propre équipe, ma propre légitimité. L'adaptation ne fut pas facile. Comme Geneviève l'avait prédit, certains employés me regardaient avec scepticisme, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec une hostilité à peine masquée. Mais je refusais de me laisser intimider. Je passais mes journées à rencontrer les chefs de département, à étudier les dossiers en cours, à comprendre les défis opérationnels que l'entreprise affrontait. Je découvris rapidement que mes années d'analyse à distance m'avaient donné une perspective unique. Je voyais les problèmes structurels que ceux qui étaient immergés dans le quotidien ne remarquaient plus. Henri et moi développâmes une relation de travail étrange, mais fonctionnelle. Il y avait toujours une tension entre nous, un malaise qui ne disparaissait jamais complètement. Mais il respectait mes compétences. Et petit à petit, je gagnais aussi le respect des autres. Non pas parce que j'étais la propriétaire, mais parce que mes décisions étaient bonnes, parce que je savais de quoi je parlais. Thomas, lui, luttait avec la nouvelle réalité de notre mariage. Il m'aimait, je le savais. Mais il avait du mal à concilier la femme qu'il avait épousée avec celle que j'étais devenue, ou plutôt avec celle que j'avais toujours été. Nous allions en thérapie de couple 2 fois par semaine, essayant de reconstruire une confiance qui avait été si profondément ébranlée. Un soir, environ 4 mois après ma prise de fonction officielle, je restais tard au bureau pour terminer une présentation importante. Il était presque 22 heures quand j'éteignis mon ordinateur et rassemblai mes affaires. Le building était presque désert. En marchant vers l'ascenseur, je remarquai de la lumière sous la porte du bureau d'Henri. J'hésitais, puis frappai doucement. Sa voix fatiguée me dit d'entrer. Je trouvai Henri affalé dans son fauteuil, une bouteille de cognac à moitié vide sur le bureau devant lui. Il me regarda avec des yeux rouges et me fit signe de m'asseoir. L'air sentait l'alcool et la tristesse. Ce n'était pas la première fois que je le trouvais ainsi ces derniers temps. Il me dit qu'il n'arrivait plus à dormir, que chaque nuit, il restait éveillé, repensant aux 30 dernières années, se demandant combien de ses succès étaient vraiment les siens et combien étaient dus à mes interventions invisibles. Que cette incertitude le rongeait, qu'il ne savait plus qui il était vraiment. Je lui dis quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, que ses succès étaient bien les siens, que mes interventions avaient été minimes, stratégiques, mais que le vrai travail, la vraie vision, c'était lui qui les avait apportés, que j'avais simplement fourni des ressources et, occasionnellement, des perspectives que sa position ne lui permettait pas de voir, mais que l'entreprise qu'il avait bâtie était authentiquement la sienne. Henri me regarda longuement, cherchant dans mes yeux une quelconque trace de mensonge. Puis, pour la première fois depuis cette soirée qui avait tout changé, il sourit. Un sourire triste, fatigué, mais sincère. Il me dit qu'il commençait à comprendre pourquoi sa femme me haïssait tant. Parce que j'avais quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. La capacité de reconnaître la valeur des autres sans me sentir diminué. Cette conversation marqua un tournant. Henri et moi commençâmes à vraiment travailler ensemble, pas comme adversaires forcés, mais comme partenaires. Et l'entreprise en bénéficia. Les résultats trimestriels s'améliorèrent. Nous remportâmes de nouveaux contrats majeurs. Le moral des employés augmenta. Lentement, ma présence devint normale, puis respectée, puis finalement valorisée. Mais Geneviève n'avait pas abandonné. Elle travaillait dans l'ombre, tissant sa toile. Et un mardi matin, j'arrivai au bureau pour découvrir que 3 de nos plus gros clients avaient annulé leur contrat durant la nuit. Aucune explication.
juste des lettres formelles invoquant des changements stratégiques. En enquêtant, je découvris la vérité. Geneviève avait utilisé ses relations dans la haute société parisienne pour influencer ses clients. Des dîners privés, des conversations discrètes, des doutes semés avec élégance. Elle leur avait fait comprendre que l'entreprise traversait une période d'instabilité, que la nouvelle direction était inexpérimentée, qu'il serait peut-être sage de chercher ailleurs. La perte financière était significative. Lors de la réunion de crise qui suivit, je pouvais voir l'inquiétude sur les visages autour de la table. Certains commençaient à douter, à se demander si Geneviève n'avait pas raison depuis le début. Henri me regardait, attendant ma réaction. Je pris une décision qui surprit tout le monde. Au lieu d'essayer de récupérer ses clients, je proposais de pivoter complètement notre stratégie commerciale. D'abandonner le modèle traditionnel qui nous rendait dépendants de quelques gros clients et de diversifier vers un réseau plus large de partenaires plus petits mais plus loyaux. C'était risqué. Cela nécessiterait de restructurer toute notre approche commerciale. Mais c'était aussi notre chance de nous libérer de l'influence des réseaux aristocratiques qui avaient toujours dominé notre secteur. Le conseil vota en faveur de ma proposition. Et pendant les 3 mois suivants, nous travaillâmes jour et nuit pour exécuter cette transformation. Ce fut épuisant, terrifiant, mais aussi exaltant. Et ça fonctionna. Non seulement nous récupérâmes les revenus perdus, mais nous les dépassâmes. Notre nouvelle structure nous rendait plus résilients, plus innovants, plus libres. Quand les résultats furent annoncés, je vis quelque chose dans les yeux d'Henri que je n'avais jamais vu auparavant. De la fierté. Pas pour lui-même, mais pour moi. Il se leva lors de la réunion du conseil et fit quelque chose d'extraordinaire. Il proposa officiellement que je devienne co-PDG, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que lui. Le vote fut unanime. Cette nuit-là, je rentrais chez moi pour trouver Thomas qui m'attendait avec du champagne. Il m'avait préparé mon plat préféré, le coq au vin que sa grand-mère lui avait appris à faire des années auparavant. Nous mangeâmes en silence d'abord, puis il prit ma main et me dit qu'il était fier de moi, que voir qui j'étais vraiment, voir ma force, mon intelligence, ma détermination, lui avait fait tomber amoureux de moi à nouveau. Différemment cette fois, plus profondément. Il me dit aussi qu'il avait parlé avec sa mère, que c'était une conversation difficile, douloureuse, mais nécessaire, qu'il lui avait expliqué qu'il me choisissait, que notre mariage était sa priorité, pas les ambitions ou les rancunes de sa famille, que si elle voulait maintenir une relation avec lui, elle devrait apprendre à m'accepter. Les larmes me montèrent aux yeux, pas de tristesse, mais de soulagement. Parce que pendant tous ces mois, une partie de moi avait eu peur que Thomas ne puisse jamais vraiment accepter la vraie moi. Qu'il préférerait toujours l'illusion confortable à la réalité complexe. Mais il m'avait prouvé le contraire. 2 semaines plus tard, je reçus une invitation inattendue. Geneviève me demandait de la rencontrer pour le thé dans son appartement de Neuilly. Pas de témoin. Juste nous deux. J'hésitais longuement avant d'accepter. Mais la curiosité l'emporta. Quand j'arrivais, elle m'accueillit avec une politesse glaciale. Le salon était exactement comme je m'en souvenais. Impeccable, élégant, froid. Nous nous assîmes face à face, le service à thé en porcelaine de Limoges entre nous. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla. Finalement, Geneviève brisa le silence. Elle me dit qu'elle avait passé sa vie à construire quelque chose. Pas une entreprise, pas une fortune, mais une position, une réputation, une place dans la société parisienne qui lui avait donné sens et identité, et que je lui avais enlevé cela. Que depuis la révélation de mon secret, elle était devenue un objet de pitié dans son propre cercle social, la femme qui ne savait même pas qui contrôlait l'entreprise de son mari. Je la regardais, cette femme qui m'avait méprisée pendant tant d'années, et pour la première fois, je la vis vraiment. Pas comme une antagoniste, mais comme quelqu'un qui avait joué le jeu qu'on lui avait appris à jouer et qui découvrait maintenant que les règles avaient changé. Je lui dis que je comprenais, que je ne voulais pas sa position sociale, ni son respect forcé, que tout ce que je voulais, c'était être reconnue pour ce que j'étais réellement. Elle me demanda ce que j'attendais d'elle. Je répondis « rien »,
que je n'avais besoin ni de ses excuses, ni de son approbation. Que sa guerre contre moi lui avait fait plus de mal qu'à moi, et que peut-être il était temps pour nous deux de trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que pour le bien de Thomas. Geneviève resta silencieuse très longtemps. Puis, d'une voix si basse que je l'entendis à peine, elle dit quelque chose qui me surprit. Elle dit qu'elle m'enviait, qu'elle avait passé toute sa vie à faire semblant, à jouer des rôles, à se conformer aux attentes, et que moi, j'avais trouvé un moyen d'être puissante tout en restant authentique, que c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais pu faire. Ce ne fut pas une réconciliation, pas vraiment, mais ce fut un début, une reconnaissance mutuelle de notre humanité au-delà des rôles que nous avions joués l'une pour l'autre. Et quand je quittais son appartement ce jour-là, je sentis un poids s'alléger. Pas complètement, mais assez pour respirer plus facilement. Les années qui suivirent furent les plus épanouissantes de ma vie. L'entreprise prospéra sous notre direction commune avec Henri. Thomas et moi reconstruisîmes notre mariage sur des fondations de vérité et de respect mutuel. Et lentement, très lentement, ma relation avec Geneviève évolua d'une hostilité ouverte à une acceptation réticente, puis finalement à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Un jour, 5 ans après cette soirée qui avait tout changé, je me tenais dans mon bureau à La Défense, regardant Paris s'étendre sous un ciel d'été éclatant. Henri entrait pour me dire au revoir, car il prenait enfin sa retraite. À 72 ans, il avait décidé qu'il était temps de passer le relais complètement. Avant de partir, il s'arrêta à la porte et se retourna vers moi. Il me dit qu'il avait passé toute sa vie à chercher le respect des autres, mais qu'il n'avait vraiment commencé à se respecter lui-même que quand il avait appris à me respecter. Que j'avais été sa plus grande leçon d'humilité et sa plus grande source de fierté. Après son départ, je restais seule dans le silence de ce bureau qui était maintenant entièrement le mien. Je pensais à la femme que j'avais été 27 ans auparavant, celle qui avait décidé de sauver une entreprise en silence, de garder un secret monumental, de vivre une double vie. Je pensais à tous les sacrifices, toutes les nuits d'insomnie, tous les moments où j'avais douté. Et je réalisais quelque chose de fondamental. Mon pouvoir n'avait jamais vraiment résidé dans l'argent, ni dans les actions, ni dans les titres officiels. Il avait toujours résidé dans ma capacité à voir au-delà des apparences, à attendre le bon moment, à comprendre que la vraie force n'a pas besoin de se crier pour exister, que parfois, le plus grand pouvoir est celui qu'on garde en silence jusqu'à ce que le révélé devienne non pas une vengeance, mais une libération. Cette histoire n'était pas une histoire de vengeance. C'était une histoire de patience, de stratégie et finalement de vérité. Parce qu'au bout du compte, la vérité ne détruit pas. Elle libère tous ceux qu'elle touche, même ceux qui pensaient qu'ils préféraient le mensonge. Et vous, si vous aviez porté ce poids en silence pendant 22 ans, auriez-vous eu le courage de briser les chaînes et de révéler qui vous êtes vraiment ? Je vous pose cette question parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant aujourd'hui, ont peut-être reconnu une partie de leur propre histoire dans la mienne. Peut-être que vous aussi, vous avez été celle qu'on sous-estimait, celle dont les capacités ont été ignorées, celle à qui on a dit que sa place n'était pas là où brillait la lumière. Peut-être que vous avez gardé des secrets, non par peur, mais parce que le monde n'était pas prêt à accepter votre vérité. Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas qu'un récit. C'est une question posée à chacune d'entre nous. Combien de temps sommes-nous prêtes à rester invisibles dans nos propres vies? Combien de temps acceptons-nous que d'autres définissent qui nous sommes et ce dont nous sommes capables? Et surtout, quand arrive enfin ce moment de vérité, aurons-nous la force de le saisir? Je voudrais vraiment savoir ce que vous ressentez en ce moment. Pas une réponse rapide, mais ce qui résonne vraiment en vous après avoir entendu mon histoire. Est-ce que cela a réveillé quelque chose? Est-ce que cela vous a rappelé un moment de votre propre vie où vous avez dû choisir entre le silence confortable et la vérité inconfortable? Laissez-moi un commentaire et dites-moi, auriez-vous fait le même choix que moi? Auriez-vous attendu aussi longtemps ou auriez-vous agi différemment? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque parcours est unique, chaque bataille est personnelle. Mais vos mots,
vos réflexions, vos expériences ont une valeur immense, pas seulement pour moi, mais pour toutes les autres femmes qui vous liront. Dites-moi également d'où vous m'écoutez aujourd'hui. De quelle ville, de quel pays vous me rejoignez dans cette réflexion. Parce que savoir que nous sommes des centaines, peut-être des milliers, dispersés à travers le monde, mais unis par ces expériences communes, c'est quelque chose de profondément puissant. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même quand nous nous sentons invisibles. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a fait réfléchir, ressentir, vous identifier, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Non pas par obligation, mais parce que vous méritez d'entendre plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui ne cachent pas la complexité de nos vies, qui ne simplifient pas nos luttes, qui ne prétendent pas que tout se résout facilement. Ici, nous parlons de vérités difficiles, de décisions impossibles, de courage silencieux qui se transforme en force visible. Nous parlons de femmes qui ont vécu, qui ont survécu, qui ont trouvé des moyens de reprendre leur pouvoir, même quand tout semblait perdu. Et si cela vous parle, si cela résonne avec votre propre expérience, alors vous avez votre place ici. Chaque commentaire que vous laissez devient une partie d'une conversation plus grande. Une conversation entre femmes qui comprennent ce que signifie porter des masques, jouer des rôles, se conformer à des attentes qui n'ont jamais été les nôtres, mais aussi des femmes qui, à un moment ou à un autre, ont décidé que le prix du silence était devenu trop élevé. Votre histoire mérite d'être entendue autant que la mienne. Peut-être que vous n'avez jamais possédé une entreprise en secret, mais peut-être avez-vous gardé d'autres vérités cachées. Peut-être avez-vous été celle qui maintenait tout ensemble pendant que d'autres recevaient les applaudissements. Peut-être avez-vous été celle dont les sacrifices n'ont jamais été reconnus. Partagez avec moi, avec nous toutes, ce que cette histoire a éveillé en vous. Était-ce de la colère, du soulagement, de la reconnaissance, de l'espoir? Tous ces sentiments sont valides et tous méritent d'être exprimés. Parce qu'en les exprimant, nous nous libérons un peu plus. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui se sent invisible, quelqu'un qui garde des vérités difficiles, partagez-la. Parce que parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte fait toute la différence entre continuer à se taire et enfin trouver notre voie. Je vous attends dans les commentaires. Je veux connaître vos réflexions, vos histoires, vos choix. Je veux savoir d'où vous venez et ce qui vous a amené jusqu'ici. Parce qu'ensemble, nous créons quelque chose de plus grand que chacune d'entre nous individuellement. Une communauté de femmes qui refusent d'être définies par les limites que d'autres leur imposent. Abonnez-vous, commentez, partagez, non pas pour moi, mais pour vous. Pour toutes celles qui ont besoin de savoir que leur silence peut devenir parole, que leur invisibilité peut devenir présence, que leur patience peut devenir pouvoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et surtout, merci d'avoir le courage de réfléchir à votre propre histoire, même quand c'est difficile. Parce que c'est exactement ce courage-là qui change les vies.